Mariage acidulé du vinaigre, du raisin et du caramel. Infusion de basilic, charme exquis de l'avoine, qu'il s'appelle Rafale, Fantasme ou Délit, voici le nouveau visage du chocolat. S'il n'a longtemps été qu'un objet de consommation, le cacao est devenu l'objet de tous les désirs et de tous les délires. Il ne se vend plus comme une vulgaire marchandise, mais s'expose. Des poèmes dans des boîtes à bijoux. Voici l'auteur de ces poèmes chocolatés. Un chocolatier motard et un peu rock'n'roll. Patrick Roger a été élu meilleur ouvrier de France en l'an 2000 et il fait partie de l'avant-garde de la chocolaterie française. À Sceaux, dans son laboratoire de 700 mètres carrés, la créativité règne en maître. Dans cet espace immense, ces chocolatiers préparent des millions de bonbons de chocolat, des pralinés et des ganaches classiques et des créations originales. Ouais, Stéphano? Oui, chef. Oh, alors, donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire une demi-sphère. Dans ce principe, évidemment, mais l'idée, c'est, quand j'étais gamin, j'adorais les réglisses. Bah, je l'aime toujours, quoi. Comme tout ce qui est carensac, vous savez, les trucs là, qui se roulent et oui, tout ça, quoi. Oui. Et puis, j'ai vraiment envie qu'on l'associe à un fruit. Et je trouve que le réglisse, plus soit du cassis ou myrtille, c'est vachement bien, quoi. Dès qu'il le peut, Patrick Roger fait des expériences et invente de nouveaux chocolats. Aujourd'hui, c'est une envie de réglisse qui le guide, un retour à l'enfance. Myrtille, citron. La particularité du chef, c'est son attachement aux produits de la terre, des réminiscences du goût de la campagne où il a grandi. Et goûtez ça. Ça paraît dingue, mais je trouve que ça nous emmène vers le basilic aussi. Patrick Roger crée par association d'idées, et les idées fusent dans tous les sens. On met en infusion à la fin. Ouais, on va infuser du basilic, mais dans l'appareil. Cyril, j'ai une idée. Ah, il ne supporte pas mes idées. Et on vient de faire une nouvelle pâte d'amande cassis. Et l'idée, c'est, en plus, on va carrément rajouter une autre texture dans la ganache. Et comme ça, quand on va goûter, on aura d'autres sensations. Du basilic et de la pâte d'amande, et toujours pas de chocolat. On en oublierait presque qu'on est chez un chocolatier. C'est bon? Bah ouais. Faut pas qu'il y ait trop de pâte d'amande. Ces mariages de produits du terroir et d'ingrédients exotiques ont toujours un sens caché. Vous n'êtes pas obligé de dire oui pour me faire plaisir. Non, c'est bon. Il suffit d'une rencontre, d'un moment donné, et puis d'un seul coup, ou d'une odeur, et d'un seul coup, tu te dis que, ah bah oui, c'est ça que je veux. Je cherche pas. Je cherche jamais tout ce que je fais, j'ai jamais cherché. D'un seul coup, j'ai un déclic, je me dis, ben, j'ai ce goût du réglisse, je vais tout simplement manger un bonbon, puis je me dis, mais bien sûr, c'est ça. C'est ce truc qui fait que ça va être l'élément déclencheur. Et un coup que je vais dire, le premier ingrédient, c'est le réglisse, je vais me dire, mais à quoi je l'associe finalement? Et puis tout de suite, ça me transporte vers un fruit noir, par exemple. Et c'est comme ça que je vais construire ma recette. Et cette alchimie, c'est hyper difficile à expliquer. C'est tout simplement qu'est-ce qu'est la justesse du goût. Et ça, pour expliquer ça, ben, on peut toujours s'accrocher. Patrick Roger, cuisinier ou chocolatier fou? On en perd son latin. Malgré les apparences, c'est la ganache de son nouveau chocolat qu'il mijote. Poudre de réglisse, myrtille, basilic. Verdict. Je crois que ça manque de basilic. Quand vous mangez, vous rajoutez du sel et du poivre. Ben moi, je rajoute simplement aussi du basilic, quoi. J'équilibre le goût. Si vous mangez, je sais pas, des légumes, si vous mettez pas de sel ou s'il n'y a pas d'assaisonnement dessus, ça va être un peu fade, quoi. Et donc, on va équilibrer par rapport à notre goût, quoi. C'est seulement quand la soupe est à son goût que Patrick redevient enfin un chocolatier. Pour finaliser sa ganache, il a choisi un duo de chocolat noir et blanc. Cette mixture remplira le futur chocolat. Le processus créatif peut paraître farfelu et désordonné, mais Patrick Roger suit sa propre logique.
et ses troupes tentent de le comprendre. C'est comme dire, qu'est-ce qu'il pense un peintre quand il descend un cadre. C'est pas, ça vient de l'intérieur de lui. Après, nous, on est des collaborateurs, on donne notre avis, on donne des idées, on apporte des idées si on en a, des fois, comme ça. On comprend, mais à la fin, voir toutes les étapes et comment ça fait à y arriver au départ, pourquoi, c'est toujours ça, c'est toujours inexplicable à la fois. Nous l'avons découvert en artiste de la cuisine. Cette fois-ci, le chocolatier devient artiste peintre. Dans son pistolet, ce n'est pas de la peinture, mais du beurre de cacao avec des pigments alimentaires colorés. Patrick veut créer une nouvelle coque pour son nouveau chocolat, une demi-sphère dans les tons de myrtille. Le but, c'est de restituer le fruit à travers déjà, pour que quand on le voit, tout simplement, on ait déjà l'impression d'être transporté vers un goût, quoi, vers quelque chose que l'on connaît. Et le but, c'est ça, c'est vraiment d'avoir comme un tableau. Chaque pièce est différente, mais vraiment qu'on soit déjà dans le goût, rien qu'en voyant la pièce. À tâtons, 4 couches de couleurs différentes pour essayer d'obtenir le ton juste. Il faut 69 heures de travail pour créer un chocolat comme celui-ci, 3 fois plus de temps que pour un chocolat classique. Cette demi-sphère sera vendue 2 € pièce en boutique. Mais le travail et le résultat sont plutôt brillants. Moi, j'adore la lumière qui passe dedans aussi, cette transparence, quoi. C'est ça qui est vachement beau, quoi. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir ce tableau contemporain où là, vraiment, t'en prends plein la gueule, quoi. Ben, même pour moi, c'est... même si je le rêve comme ça, c'est pas évident que ça sorte comme ça, quoi. Vous l'aviez rêvé comme ça? Ben là, je le rêvais vraiment dans ce côté tableau où chaque pièce est différente, est vraiment unique et vraiment exceptionnelle. Pour clore l'expérience, il ne reste plus que l'étape essentielle. Le remplissage final, l'union du tableau contemporain et de la grande cuisine, bref, la concrétisation de ce nouveau chocolat. Patrick Roger convoque alors tous ses chocolatiers. C'est l'heure du jugement, on goûte, on regarde, et ce n'est pas parce qu'il est chef qu'on va le ménager. Ah, c'est mieux que... à peine assez foncé. Ça, c'est beau. Ça, c'est joli. Moi, je trouve. C'est vrai qu'il y a trop d'acidité par rapport aux fruits. Et il faut revisiter peut-être un peu la recette. Comme d'habitude, on s'améliore chaque fois qu'on l'a fait. Et ça, c'est juste, on fait des essais et on verra une prochaine fois pour améliorer la recette et pour retrouver un peu plus de goût des myrtilles. Le goût, on va s'améliorer. C'est pas parfait aujourd'hui au goût, mais visuellement, on a déjà quelque chose d'exceptionnel. Le goût, on peut le retravailler cette nuit. Voilà. Ah, une recette, c'est jamais fait de premier coup, clac. C'est comme la Formule 1, quoi. Sur chaque circuit, c'est des problèmes de seating, donc il faut régler. On a la meilleure voiture, c'est évident, ou le meilleur chocolat. Et après, tout simplement, c'est de doser tous les paramètres qui font que le goût sera là. Ce qu'on fait ici, oui. Ça, on le fera jamais nulle part ailleurs, ça c'est sûr. C'est pas fou dans le sens irréfléchi. C'est hyper réfléchi ces chocolats. Mais c'est fou dans le sens, voilà, c'est osé. Osé. Il n'y aurait ni Formule 1 du chocolat, ni chocolatier fou, s'il n'y avait pas d'amateurs éclairés pour motiver leur créativité. Direction Mundolsheim, à 12 km de Strasbourg. Nous avons rendez-vous avec un chocolatier qui innove lui aussi pour ses clients. Que fait-il exactement? De drôles de tartines. Là, c'est en fait du foie gras maison qu'on a tranché déjà à la guitare. Et je suis en train de mettre une petite semelle de chocolat afin de pouvoir les enrober beaucoup plus facilement parce que c'est très très délicat à enrober parce qu'on va faire des bonbons au chocolat au foie gras. Voilà. Des bonbons atypiques, délicatement enrobés de chocolat liquide. Thierry Mulhaupt prépare pour ce soir un repas hors du commun. Un menu tout chocolat pour un cercle d'amateurs avertis. Tous les plats seront agrémentés de cacao, de l'apéritif au dessert. Mais travailler le chocolat avec du foie gras reste l'une des spécialités du chocolatier.
foie gras et le chocolat, ça marche très très bien parce qu'il y a en fait une harmonie entre les deux amertumes. On a le côté extrêmement doux du gras du foie gras qui contrebalance en fait avec le côté un peu corsé et l'amertume du bonbon au chocolat. Donc on est dans des registres à la fois des fois un peu similaires en termes d'accords et puis même on s'oppose carrément en termes d'amertume ou de côté un peu salé également. Donc, mais ça va être très très peu sucré, ça va juste ramener un croquant, un fond aromatique, un peu boisé, cacaoté. Thierry n'a aucune limite dans ses créations. Avec 2 doigts de finesse et d'inventivité, tout peut se marier avec le chocolat, même le chorizo. C'est le chocolatier qui aime la charcuterie en fait qui fait ça. Donc un chorizo, c'est un chorizo du Pays Basque qui est extraordinaire, donc très, très corsé en termes de goût et sous 2 fines couches en fait ça va faire des palets de chocolat très très fins. On est sur des notes salées. Le chocolat de couverture qui contient en fait 66% de cacao va ramener pas mal d'amertume et très très peu de sucre en fait. La soirée dégustation se déroule dans une cave à vin. Une vingtaine de convives a décidé de tenter l'expérience tout choco. En apéritif, Thierry dégaine des sacristains cacao, olive noire amande et son fameux chorizo au chocolat. C'est surprenant. Moi, j'aime pas le chorizo, mais c'est délicieux. Pour moi, c'est les mêmes tonalités que le chocolat. Aussi surprenant soit-il, mais le côté gras avec le chocolat est intéressant. Le tout arrosé par l'une des inventions les plus étonnantes du chocolatier, une bière au chocolat. Pour faire de la bière, il faut de l'eau très pure, il faut du houblon. Pour là, une bière brune, il faut donc de l'orge maltée. Et là, c'est en plus un orge maltais bien spécial. C'est ce qu'on appelle du malt chocolat qu'on va prendre pour ça. Donc il y a déjà un peu des notes cacaotées. Et avec ça, donc on a, je veux dire, donc de la fève qu'on va concasser et qui va être en fait brassée avec le malt. Une bière qui se savoure comme un vin. Je trouve que c'est explosif au départ. On ressent bien effectivement le houblon et on sent bien les fèves de cacao. Mais sur la longueur, il ne nous reste pas grand-chose. C'est le problème pour moi, c'est le problème de la bière. Je trouve que ça a un côté, on va dire, relativement évolué, avec des notes, un très joli nez, relativement floral. Le reste du repas va tourner autour de 7 bouchées chocolatées. Du bouillon de chocolat au lait sur un dé de foie gras. C'est très très bon. Très 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 bon. En passant par des nems au cacao. Vous avez l'impression de manger un nem traditionnel avec une pointe de chocolat qui est vraiment très curieuse, mais qui s'intègre bien. Pour finir sur un risotto jambon cru, chanterelle et chocolat. Jusqu'au bouquet final, les bonbons de foie gras et la tarte au chocolat et à la truffe. Un festival de saveurs qui chamboule les papilles. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes au niveau choc-saveur, au niveau fondant dans la bouche. Pour moi, ça n'enlève rien du tout au charme du chocolat, au contraire. Ça ouvre complètement de nouvelles choses, de nouveaux accords entre ce chocolat et les mets. Je trouve que c'est fabuleux. Thierry est passé par différents chocolats, différents cacaos, que ce soit d'Équateur ou des Caraïbes, avec différents pourcentages de cacao. Et c'était très agréable, vraiment. Quand on est esthète du chocolat, on a accès à ses subtilités. La toute dernière tendance consiste à aborder le cacao comme le vin. Désormais, on parle de grand cru. Manger du chocolat offre un voyage autour du monde à travers les pays producteurs. Et ce voyage commence dans nos supermarchés. Brésil, Colombie, Madagascar, on n'achète plus une simple tablette, mais un cru, un cacao d'origine. Industriels et chocolatiers ont lancé la tendance. Désormais, le chocolat est une matière noble et complexe. Embarquement immédiat pour un voyage initiatique. Patrick Roger veut être le meilleur. Pour ça, il doit remonter à la source. On arrive à Guayaquil, en Équateur. Et c'est un des bastions ça me donne la chair de poule, du cacao fin et des très très beaux cacao. Vous avez fait plus de 10 000 km pour venir voir du cacao?
cacao? C'est la moindre des choses, quoi. Si on veut bien faire son métier, bien connaître son produit, c'est important vraiment de connaître cette culture des petits ou de ces grands agriculteurs finalement. Guayaquil, capitale économique de l'Équateur, l'un des premiers pays producteurs de cacao au monde, avec 110 000 tonnes par an. Mais l'Équateur est surtout réputé pour son cacao fin, aux arômes exceptionnels. Voici l'homme qui va escorter Patrick dans ce voyage. Il est sourceur, c'est lui qui sélectionne le cacao pour le chocolatier. André Debert, c'est le monsieur du cacao qui me permet d'avoir des cacaos extrêmement fins et de grande qualité. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. J'ai beaucoup d'émotions, que j'apprécie énormément pour la qualité de son travail et ce qu'il nous permet de faire ensuite. J'ai encore la chair de poule, c'est la deuxième fois. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire des bonnes ganaches, il faut avoir du chocolat qui a du caractère, qui leur permet, eux, d'exprimer leur art, on va dire. Voilà. Donc nous, on est en amont, on travaille en amont pour faire les chocolats dont ils ont besoin. Pour que Patrick comprenne ce mystérieux travail en amont, direction les plantations de cacao. À 3 heures de route de Guayaquil, se trouve l'une des plus vieilles régions cacaoyères du pays, juste au pied de la cordillère des Andes, à San José del Tambo. C'est le début des cours magistraux et des travaux pratiques pour le chocolatier. Elles sont magnifiques. Non, ami, c'est le propriétaire. Verá, ¿qué dice esa mazorca? No va a venir por una cucharita, verá. Alors là, Le travail d'André consiste à débusquer ces pépites d'or, les meilleures cabosses qui renferment les meilleures fèves. Ça, c'est vraiment la forme classique que vous voyez. Là, il y a vraiment le goulot, là, ici. Et puis, une bonne pointe arrondie, entre guillemets, enfin, une bonne pointe en bas. Ça, c'est vraiment les formes avec des sillons, quand même, assez prononcés, quand même, comparé à beaucoup de cacao, quoi. Et donc, c'est ça que vous cherchez? Voilà, ça, c'est ce qu'on cherche ici en Équateur. Comment on reconnaît une cabosse, de la bonne et de la mauvaise? Bon, déjà, le cacao national, c'est un cacao, quand il mûrit, qui jaunit. Hein, il est jaune. Quand il n'est pas mûr, il est vert, hein, bien sûr, et quand il mûrit, il est jaune. Alors, si tu prends effectivement donc des cabosses, si tu vois par exemple des cabosses comme celle-là, ça c'est une variété qui est plus récente, hein, qui a été implantée en Équateur beaucoup plus récemment, qui s'appelle le CCN 51, hein, qui est un hybride qui a été, je dirais, fabriqué, on va dire, par les êtres humains, hein, par un ingénieur agronome, qui est très productif, mais qui n'est pas bon. Ça, on n'en veut pas. Ça, dans le cacao d'Équateur, ça ne devrait pas apparaître. Et nous, ça n'apparaît pas. On peut goûter les deux pour voir ce que... Tiens, celle-là. Pour se rendre compte de la différence. Le cacao fin d'Équateur est l'un des plus réputés du monde. L'objectif de Patrick, apprendre à bien identifier les meilleures fèves. Voilà, on peut goûter. Et c'est difficile, car une fève n'a pas encore le goût du chocolat. Donc on commence par ce qui est bon. Ses particularités alors, celui-ci? Celui-là, il est très fin, il n'a pas d'amertume, déjà. Bon. Est-ce qu'on a du litchi, de la rose dessus, là, un peu? Un tout petit peu de rose, très peu. Ça me paraît super léger, ouais. Très peu. Hop. Chac. Bon, alors il est beau à l'intérieur, hein, c'est sympathique. Ouais, hein, ça a l'air beau. Il n'y a rien qui différencie de l'autre, on est bien d'accord. Hein. Ouais, c'est là où ça se complique, quoi. Il est désagréable. Au début de bouche, à la limite, tu ne le sens pas trop, mais après... Et alors ça, c'est hyper C'est une espèce d'acidité, astringence. L'astringence, elle est plus sur le... Elle est sur la fève elle-même. Sur la fève et puis l'acidité. Et l'acidité. Et tu as un goût derrière qui n'est pas agréable. Je rappelle les caractéristiques du cacao fin d'Équateur qu'on recherche. C'est une base qui est une base fruitée. Hein, parce que j'insiste, parce que peu de gens aujourd'hui le disent dans la caractéristique du cacao équatorien. La base doit être fruitée. C'est un cacao qui, par le principe, doit être doux. Hein, et là-dessus, nous avons
des notes florales, jasmin rose en général. Rares sont des cacaos qui n'ont aucun problème, c'est quasiment inexistant même. Donc le but c'est de minimiser tous les problèmes et c'est pour ça qu'on fait tout ce travail avec André où j'insiste tout le temps pour avoir des choses les plus lisses possibles et avec des défauts, le moins de défauts possible, quoi. Parce que c'est vraiment hyper complexe et nous le problème c'est que dès qu'on va travailler derrière, forcément on va amplifier, on risque d'amplifier s'il y a un défaut majeur. Peu de défauts, des arômes floraux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La sélection des variétés de cacao est la condition sine qua non à toute création de chocolat d'exception. Ça peut plus produire beaucoup. Deuxième leçon particulière, la fermentation des fèves de cacao. C'est un lieu qui est magnifique ici. Une étape importante, c'est ici que naissent les précurseurs d'arômes. En travaillant avec les producteurs, André est le garant du bon déroulement de cette étape. Ça sent bon là. Les 2 premiers jours, tu laisses ton cacao, tu n'y touches pas. Tu fais comme il a fait dans Jacinto, tu couvres bien avec des feuilles de banane. Mais il me semblait qu'il fallait quand même remuer pour que ce soit homogène, quoi. Non, pas pendant les 2 premiers jours. Et là, on a la même température au centre et sur les bords. Ouais. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore le phénomène de température. C'est primordial, c'est la première étape. Si celle-là est ratée, on ne peut rien faire derrière, tout est raté. C'est-à-dire même si on a un superbe cacao au départ, des superbes fèves? Tout est raté. En bas, les fèves fermentées sèchent à l'air libre. Patrick questionne, goûte. Un chocolatier haut de gamme se doit de comprendre pour affiner sa maîtrise du chocolat. Elle est encore toute violette. Là. Et ça sèche en combien de temps, ça? Bah là, ici, ça va sécher en... Il va lui falloir 5-6 jours. Mais là, c'est vraiment le début de la cuisine. On a toute la sensibilité qui démarre ici, finalement. C'est ça qui va faire que moi, avec toutes les sortes de couvertures que j'ai, je vais pouvoir assembler différents produits. Je pense qu'une des difficultés, c'est comme mon métier après, c'est être constant dans le travail. Exactement. Et nous, on leur demande vraiment d'être beaucoup plus réguliers parce qu'après, comme on établit une recette par rapport à une certaine constance d'un produit, en amont, ils ont intérêt d'être sacrément forts parce que sinon, dans le process, ensuite, tout va être décalé, quoi. Et c'est très compliqué parce qu'il y a des paramètres qui viennent se greffer dessus, qui sont des paramètres saisonniers aussi. Parce que tu n'auras pas automatiquement le même goût. Si tu sors du cacao récolté après une saison humide, pluviométrie importante, ou après une saison sèche. Ouais, mais on a surtout vraiment le goût du... Là, le goût du cacao, il est là, par contre. Ouais, incroyable. Un goût cacaoté, ouais. Dans le genre jusqu'au boutiste, un peu fêlé, Patrick et André se sont bien trouvés. Ils n'arrêtent jamais de viser l'excellence. Sur le terrain, notre sourceur ne se contente pas de sélectionner les meilleurs cacaos, il va encore plus loin. Depuis 5 ans, il a entrepris de sauvegarder le cacao national d'Équateur, le cacao fin du pays. Comment? En créant des jardins de clones. Ces ouvrières ont été formées au greffage des meilleures variétés de cacaoyers. Tu prends un arbre, tu dis oh, cet arbre-là, il produit vachement bien, tout ça et tout. En plus, il a bon goût, etc. Je vais le reproduire. Tu n'as aucune certitude de reproduire l'arbre à l'identique. Parce que génétiquement, il y a des croisements qui se font et tu ne connais pas toute la généalogie effectivement de l'arbre. Donc le greffage permet complètement, avec certitude, d'avoir le résultat identique. C'est leur patrimoine, c'est l'identité de ce qu'on appelle le cacao fin d'Équateur. Donc aujourd'hui, c'est urgent de régénérer les plantations, c'est urgent de sauvegarder ce matériel parce qu'autrement, il va disparaître. Et forcément, cette mission de sauvetage intéresse beaucoup Patrick Roger. J'ai intérêt de m'engager pour que ça continue comme ça. Sinon, demain, je n'aurai pas les bons chocolats, les bonnes masses. Et j'aurai des problèmes non seulement d'attaque, mais des problèmes de fond de bouche. Et surtout, on n'aura pas les bonnes matières premières. C'est une réelle inquiétude. Bah, c'est catastrophique, oui. Ils ont combien? Ils ont été plantés il y a 8 mois. Et dans 2 ans, il y aura les premiers... Dans 2 ans, il y aura les premiers fruits. Ouais. C'est un travail de fou. On peut carrément être fêlé. Ouais. Je pense que c'est vraiment moi, je suis la suite logique de ce travail qui est complètement ahurissant, quoi. Pour arriver à sélectionner les bons plants, les faire pousser, les cabosser, récupérer les fèves, torréfier, faire la couverture, arriver chez nous et retransformer, arriver au client, mais
c'est n'importe quoi, quoi. Faut être taré, quoi. C'est clair. De A jusqu'à Z. Sur ces terres sud-américaines où est né le chocolat, sont nés également les premiers usages du cacao. Près de 1000 ans avant Jésus-Christ, les Aztèques ne croquaient pas des tablettes, ils s'enduisaient la peau de beurre de cacao pour soigner les plaies ou les brûlures. « 3000 ans plus tard, en France, l'industrie cosmétique semble redécouvrir les vertus dermatologiques du chocolat. La dernière mode, c'est la cacaothérapie. Principes actifs, beurre de cacao ou simplement parfum de synthèse, on trouve du chocolat à toutes les sauces. La plupart des instituts de beauté proposent aujourd'hui leurs soins au chocolat. Bonjour. Très bien, vous allez pouvoir me suivre. Sylvie est une habituée des soins esthétiques. Elle a décidé de tenter pour la première fois le cocooning chocolaté. Première expérience, se glisser dans la peau d'une tartine de chocolat. Au départ, quand le chocolat glisse sur le corps, c'est très agréable. La chaleur, l'onctuosité. Cet enveloppement est censé être anti-stress et anti-fatigue. Je suis quelqu'un d'assez gourmand, donc j'avais envie d'essayer un peu ce soin au chocolat pour voir justement ce côté un peu chaleureux, ce côté un peu gourmand, et voilà. Le film plastique permet de dilater les pores et aide ainsi les principes actifs du cacao à mieux pénétrer l'épiderme. Ça va avoir des vertus hydratantes, nourrissantes, des effets amincissants. Et de par son odeur, il va aussi avoir des actions relaxantes. 20 minutes de pause, le chocolat imprègne tout l'épiderme. C'est la version 21e siècle des rituels de beauté amérindiens. Le beurre de cacao et de karité vont avoir des vertus hydratantes et nourrissantes. Le cacao protège aussi des radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de la peau. Les Mayas s'enduisaient d'un mélange d'eau de pluie, de pétales de fleurs et de cacao pour éliminer la fatigue. Aujourd'hui, les esthéticiennes vantent les vertus antioxydantes du chocolat. Cerise sur le gâteau, ça a l'air agréable. Celui-là, il est plus décontractant, il est plus doux que les soins que je fais d'habitude, puisque souvent ce sont des soins plus nettoyants, disons. Voilà, ouais. Plus nettoyants. Là, c'est vraiment de la douceur. Nous allons appliquer le masque. Donc, c'est un masque au chocolat que vous allez pouvoir goûter. Donc, vous allez pouvoir tremper le doigt. Voilà. C'est du chocolat. Voilà, oui. C'est une fondue de chocolat. Voici le seul masque au chocolat qui se mange. Une vraie fondue fabriquée par un chocolatier. Elle contient 64% de cacao pur et doit être servie chaude sur la peau. L'idée est rentable. Le soin chocolat complet, corps et visage, coûte 168 €. Un prix que les consommateurs sont prêts à payer. Le retour à la nature est dans l'air du temps. Ça change des autres soins du visage parce que là, elles vont pouvoir goûter leur masque. Et pour les gourmandes qui aiment le chocolat, ça va être sympa. Pouvoir goûter ce qu'on va s'appliquer sur le visage, disons qu'au moins ça prouve que c'est quand même naturel. Déjà, le fait de s'appliquer quelque chose qui soit pas chimique, c'est déjà agréable. Oui, c'est une bonne chose. Ouais. Le fait de s'étaler du chocolat comme ça fait style quand même faire une bêtise, quoi, pour moi. Parce que le chocolat, d'habitude, je le mange, mais là, bon, c'est quand même une expérience un peu particulière. Voilà. Une expérience particulière et peut-être même plus. Au contact du chocolat, le corps sécrèterait les hormones du désir, des hormones qui relâchent les tensions, soufflent un vent de bien-être, parfois même d'euphorie. Pur fantasme ou réel bénéfice pour la peau? Nous sommes allés poser la question à une dermatologue. Le chocolat est-il un produit de beauté miracle ou un pur produit marketing? Je pense qu'il faut attendre de ces produits-là un effet hydratant,
Certains sont des gels douche, des effets lavants, sans agresser la peau. Je pense qu'il faut aussi faire très attention quand on achète ces produits où c'est marqué chocolat, de faire la différence avec ceux qui sont parfumés au chocolat et ceux qui ont véritablement des constituants du chocolat. Ceux qui sont parfumés au chocolat, ce sont le plus souvent des parfums synthétiques. Donc, il n'y a rien qui puisse être intéressant. Dans le chocolat, on sait qu'il y a des polyphénols qui ont une action antiradicalaire, anti-vieillissement, qui sont à dose minime, mais on n'est absolument pas sûr que ces substances pénètrent au niveau de la peau. Le recul sur l'action des crèmes au chocolat, on est dans la grande mode et il n'y a aucune équipe INSERM et autres qui, pour l'instant, ne s'est occupée de montrer le bénéfice de ces crèmes. Quand les conquistadors ont ramené le cacao en Europe, il a très vite été vendu sous forme de boisson chez les apothicaires. En plus d'être bon pour la peau, le chocolat serait aussi bon pour la santé. Nous sommes allés le vérifier dans la région de Bruxelles, chez le plus grand producteur de chocolat du monde. Bienvenue chez les savants fous du cacao. Ici, on fait de la recherche fondamentale pour créer de nouvelles tablettes qui seraient bénéfiques pour notre santé. Voici Monsieur et Madame Chocolat Santé. Herwig Bernert travaille sur l'effet anti-vieillissement. Marieke de Brouwer développe un chocolat bon pour les dents. Le trésor du cacao réside dans ses fèves, ce sont les flavanols. Ces molécules sont devenues de véritables stars. Les recherches scientifiques ont révélé qu'elles sont naturellement antioxydantes. Elles pourraient donc prévenir certaines maladies comme le cancer ou les maladies coronariennes. Et c'est l'obsession d'Herwig. Depuis plusieurs mois, il développe ses petits chocolats enrichis en flavanols. Le plus important, c'est pour la tension, la réduction de tension pour la santé, mais en même temps aussi un effet bénéfice pour la peau. Par exemple, si on mange seulement 8 ou 9 de ces petites particules, on a déjà une réduction de rides dans la peau, mais aussi une amélioration de l'hydratation de peau. C'est comme une crème qu'on utilise dans la peau. Aujourd'hui, Herwig cherche à augmenter la quantité de flavanols dans ses chocolats. Son objectif, c'est d'être encore plus proche du médicament, avec des dosages en principes actifs plus élevés. Ici, dans la quantité, en total, on voit une quantité de à peu près 3% dans le chocolat. Et ça veut dire qu'avec une quantité de 7 grammes du chocolat noir, comme ici, ça suffit pour avoir un effet bénéfice pour la santé. L'objectif, c'est de maintenir un bon goût, parce que les flavanols ont vraiment un goût astringent. Et ce n'est pas tellement agréable de manger un chocolat qui est astringent. Alors ici, avec le projet qu'on a, c'est d'avoir un équilibre, une balance entre le bon goût et la quantité de flavanols. Marieke, de son côté, travaille sur une invention étonnante, un chocolat bon pour les dents destiné aux enfants. Le secret de cette invention, c'est un nouveau type de sucre, l'isomaltulose. Il éviterait le développement des caries. Les bactéries, ils ne connaissent pas ce sucre, ils ne connaissent pas ce type de sucre, ils ne peuvent pas attaquer ce type de sucre. Et à cause de ça, il n'y a pas un processus de fermentation, il n'y a pas l'acidité qui est formée. Et à cause de ça, les dents sont bien protégées. L'efficacité de ce chocolat sur l'émail des dents a déjà été testée. Mais avant de le commercialiser, il est indispensable de savoir si son goût est bon. Séance de dégustation avec des membres du laboratoire de recherche. Avec son questionnaire, Marieke veut savoir si le chocolat est crémeux, s'il fond bien dans la bouche ou encore s'il n'a pas d'arrière-goût. En cassant l'image négative d'un chocolat sucré mauvais pour les dents, les industriels espèrent séduire les parents et conquérir de nouveaux clients. Okay. Verdict. C'est un bon chocolat avec un bon goût de cacao, un peu de ce qu'ils ont dit, un peu caramélisé, un peu de goût de lait, alors parfait. Du coup, vous allez le commercialiser? Ah oui, on va lancer ce produit et on espère que ça va vendre très bien. Prévention des caries ou des maladies cardiovasculaires,
on prête au cacao toutes les vertus. Une aubaine pour les fabricants de chocolat qui partent à la conquête de nouveaux débouchés. Mais ces alternatives chocolatées ne sont-elles pas tout simplement des incitations à la consommation? Pour démêler le vrai du faux, nous sommes cette fois-ci chez une nutritionniste. Nous lui avons apporté tout ce qu'on trouve dans nos rayons. Du chocolat enrichi en vitamines, en minéraux, oméga 3, guarana, etc. De mon point de vue de diététicienne, ce sont essentiellement des éléments marketing pour favoriser la consommation de chocolat. Le chocolat n'est ni un médicament ni un complément alimentaire, c'est un aliment, source de plaisir, de saveur, de goût, de tout ce que vous voulez. Les études ont montré que le chocolat apportait des sources de magnésium intéressantes, des antioxydants, du phosphore, du potassium, etc. Donc oui, effectivement, le chocolat apporte des nutriments, des micronutriments intéressants, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le chocolat apporte environ 500-550 calories pour 100 grammes. Donc dans une tablette comme celle-ci, vous avez presque l'équivalent d'un repas. Bref, manger trop de chocolat fait grossir et le surpoids est source de maladies. Mais si l'on ne peut vraiment pas s'en passer, il existe une autre façon de vivre ce plaisir. Pour la découvrir, nous retrouvons Patrick Roger. Ces tablettes ne vont pas être croquées, elles vont servir de support à une œuvre d'art. Dans sa folie cacao, le chocolatier est aussi sculpteur. Donc là, je vais coller mes mini-tablettes pour le début de la ville. Alors ça commence comme ça. Je commence à monter, à faire des buildings finalement, parce que donc l'objectif de cette pièce artistique, c'est la ville. Donc je monte mes tablettes l'une sur l'autre. Là, pour commencer, quelque chose de très simple. Et après, je vais aller vers des immeubles ou plutôt des buildings de plus en plus compliqués. Cette commande, c'est pour Marianne de Nicourt. Donc on doit lui livrer pour son spectacle. Et donc maintenant, il faut construire la ville, quoi. C'est la course contre la montre. Dans 3 semaines, Patrick doit offrir cette sculpture à Marianne de Nicourt. La comédienne est une grande fan de ses chocolats et son agent veut lui faire une surprise le soir de la première de sa nouvelle pièce qui s'intitule La Ville. Une ville composée de superpositions de mini-tablettes. Un choix périlleux, la sculpture risque d'être très fragile. Ça, il faut le livrer à Paris. Je vous raconte pas le délire. En matière de sculpture, Patrick Roger n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà plusieurs pièces de maître à son actif, avec des techniques très différentes. Ça, c'était plus... on avait de la taille directe, donc directement dans le bloc, comme du marbre. Ça a été le début de mes belles premières pièces, réellement. Ça, c'est la 4e, et je m'attaque à quelque chose de très très lourd. Ça, c'est en 1994. En 1996, je m'inscris pour la première fois au meilleur ouvrier de France. Et là, je vais louper le concours. Et puis, en 2000... je deviendrai meilleur ouvrier de France avec cette pièce en qualification. Et là, ça sera la consécration. Depuis, il ne cesse d'innover. Ici, son pistolet est chargé de beurre de cacao teinté pour peindre en rouge des cœurs renversés. Je vais travailler pour la pièce de Marianne. Il va y avoir quelques éléments comme le théâtre de Sydney, mais qui est très architectural finalement. Et puis ça va être posé dans la ville finalement. Il est évident que pour cette demande, il faut vraiment être le plus proche possible de la personne. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est très sensuel, très, très féminin. Et commencer par tous ces petits cœurs renversés et très riches, très, très chaleureux, c'est vraiment très très important, quoi. Avant que la ville prenne forme, des heures et des heures de travail attendent Patrick. Au fin fond des Yvelines, à Maule, s'élève un autre temple de la sculpture. Sa gardienne s'appelle Hélène. Elle est fille de chocolatier. Et son lieu de travail est plutôt atypique. Je
Je vais essayer de faire une petite basket parce qu'en fait j'aimerais faire une gamme de chaussures mais avoir les chaussures pour chaque personne de la famille. La chaussure de papa bricoleur, la chaussure du papa businessman, la chaussure de maman sexy, la chaussure de routarde et la chaussure du petit garçon. On va essayer de faire la petite basket. Hélène n'est pas cordonnier, c'est la reine des sculptures chocolatées. Aujourd'hui, elle a décidé de créer une basket en chocolat en partant d'une véritable chaussure d'enfant. Et sa méthode est très différente de celle de Patrick Roger. Alors là, je pose la feuille de PVC, c'est un PVC alimentaire, sur la chaussure. Je mets en route la pompe à vide. Et on va chauffer le plastique. Donc là, on a un gros grille-pain, une grosse résistance chauffante. Elle ne sculpte pas à la main, elle fabrique des moules pour produire des sculptures en série. Une lubie qu'elle a héritée de ses études. Ma formation en design m'avait poussée vers les objets. Et quand mes parents envisageaient de prendre leur retraite, je me suis dit, plutôt que de continuer à faire des lampes et des chaises, et beaucoup de designers en font, si j'appliquais ce que j'ai appris à faire au chocolat, et que j'abordais le chocolat comme un matériau, comme si je faisais un objet en bois ou en céramique. Donc, bon, c'était pas une approche évidente a priori. Donc, je leur ai dit, bon, je viens travailler avec vous 1 an ou 2, je commence à expérimenter ce principe d'objet, de contenant en chocolat, et puis on voit si ça prend ou si c'est vraiment à côté de la plaque et que ça n'intéresse personne. Et l'idée a rapidement pris. Les sculptures en chocolat sont devenues l'image de marque de cette chocolaterie. Lucie, regarde, j'ai essayé des baskets là. Regarde, ça sort super bien. J'aimerais bien que tu essayes. D'accord. Ce qui est pratique, c'est que le laboratoire se trouve juste au-dessus de son atelier. Elle peut ainsi tester tous ses délires en grandeur nature avec du chocolat. Là, on va tester et puis bien souvent, il y a des retouches à faire pour que ça démoule correctement ou pour que les détails sortent mieux. Donc on fait ça vraiment 2-3 essais avant de lancer une vraie série de moules. Avec ses créations, Hélène a révolutionné le travail de ses employés chocolatiers. Je ne m'attendais pas, il y a 6 ans, à ce qu'on me dise un jour que je ferais des chaussures en chocolat, que je ferais des petites boîtes et que je verrais des enfants, même des adultes, émerveillés par ce que je fais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour cette nouvelle pièce, la première phase de test est terminée. Le démoulage semble bien se passer. Hélène va pouvoir prolonger l'expérience. Ça va? On va voir, on va voir. Je suis impatiente. Ah ouais, ça va bien. C'est bon? Ah ouais, nickel. Je peux continuer alors? Ouais, vas-y. On en fait une petite dizaine, on va voir. On va essayer les décors après dessus. Elle travaille le chocolat comme elle travaillerait la peinture, avec un couteau ou un pinceau. Avec les pigments, je fais apparaître un petit peu les détails qui sont en fond de moule. On peut également travailler le pigment dilué à l'alcool. On est plus sur des textures, alors soit très poudreuses comme ce que je fais là, soit on travaille le pigment très dilué et on fait de l'aquarelle. Qu'est-ce que t'en penses comme ça? J'aime bien. J'adore. Il y a des matins au petit déjeuner, c'est plus fort que moi, je prends ma feuille et mon stylo et puis je fais des petits croquis et j'ai besoin d'avoir toujours quelque chose, une création en cours. Et son imagination est assez débordante. En général, avant de lancer une série, Hélène teste directement l'effet de ses sculptures sur le public. C'est facile, sa boutique se trouve juste sous le laboratoire. J'aime bien être en boutique, j'y suis au moins une journée par semaine, de façon à sentir le retour du client, la façon dont il va percevoir ce qu'on propose. J'écoute ses remarques, et puis parfois il y a des produits qui sont même des réponses à des remarques de clients. Une boutique musée où elle expose ses œuvres d'art. Des œuvres d'art qui ont un prix de 70 à 200 € pour ces boîtes sculptées et peintes à la main. Dans cette expo, on peut manger les œuvres d'art et apparemment ça attire les foules. Certains clients se régalent des yeux, quand d'autres se creusent les méninges. C'est de la peinture qu'il y a dessus? Alors ça par contre, écoute, je crois qu'il faudrait leur poser la question, mais c'est certainement des colorants alimentaires. Ouais.
Je sais pas ce qu'ils utilisent comme produit en fait hein, pour la décoration, mais de toute façon c'est du chocolat. Alors c'est quoi qui vous surprend le plus? Tout au fond, on a vu en fait des chaussures qui étaient en chocolat. Tout en chocolat, c'était très bizarre. On aurait dit des vraies chaussures quand on était loin. Tu prends ou classique ou moins classique? Je vais prendre une classique. Moi, je reste quand même, malgré les gens. 36 € pour ce talon aiguille. Le prix d'un beau bouquet de fleurs. C'est un peu banal d'amener une boîte de chocolat ou un bouquet de fleurs. Et là, pour une fois, ça sera un peu plus original et je pense que ça aura un attrait supplémentaire. Ça peut presque être considéré comme une œuvre d'art en réalité. Hein. On peut réaliser une chaussure en terre, en bois, enfin, on peut faire de la sculpture. Elle, c'est presque ça, hein, en fait, en réalité. Je trouve que elle privilégie, là, maintenant, le côté artistique des choses. Elle a énormément de créativité. Une créativité à la portée de tous. En produisant des sculptures en série, Hélène rend le rêve chocolaté accessible. La sculpture monumentale, en revanche, se veut extraordinaire. Nous sommes de retour à Sceaux. Après plus de 80 heures de travail, Patrick Roger achève enfin la ville, sculptée pour la comédienne Marianne Denicourt. Pour faire le parc et les espaces verts, j'ai pris les caramels, le caramel au citron vert pour le grand parc, un caramel au yuzu pour faire comme à Nice, la promenade des Anglais. La rivière, donc là c'est avec ma technique, avec la feuille plissée. Après vous avez le petit métro aérien, plutôt comme Tokyo où tout est en suspension. Donc là j'ai pris des petits rochers pralinés, quelque chose qui est très goûteux parce que aussi quand elle va recevoir la pièce, évidemment c'est intéressant de pouvoir quand même goûter quelques chocolats. La ville est debout, mais un dernier défi attend Patrick. Transporter la pièce sans la casser. Son coût de fabrication est de plusieurs milliers d'euros. Un seul choc et tout peut s'effondrer comme un château de cartes. Curieusement, Patrick a choisi une voiture de sport en guise de camion de livraison. Il faut qu'on enlève une épaisseur de couette. Attention, oh, ça tape. C'est hyper fragile, c'est beaucoup plus complexe à emmener une pièce comme ça que d'emmener une pièce en verre. Une pièce en verre, on sait mesurer sa résistance. Là, on ne sait jamais quand est-ce que ça va casser. Vous en avez déjà cassé beaucoup? On casse quand même pas mal. Ouais. Même si on a beaucoup d'expérience, on a quand même beaucoup de problèmes puisqu'on prend beaucoup de risques au niveau des pièces. Et c'est pour ça que je suis peut-être un des seuls qui fait des pièces comme ça aussi. Parce que c'est tellement ruiner son travail si tout tombe par terre. Voilà, j'ai mis ma semaine... la semaine est en l'air. Direction le Théâtre des Abbesses à Paris. Marianne Denicourt est sur scène. Et ma communication a été bien reçue. Bon. Oui, mais vraiment bien reçue. Ma main tremblait au début, mais tout le monde m'a écoutée et ils ont même ri à mes blagues. Toi, des blagues? Oui. Bon, j'étais nerveuse, hein, forcément, pour les blagues, mais les blagues ont fonctionné. Au même moment, côté entrée des artistes, la sculpture est toujours entière. L'escalier en colimaçon est à peine assez large. C'est le dernier obstacle à franchir avant d'atteindre l'arrière-scène. Un endroit insolite pour exposer une sculpture, mais Patrick veut faire une surprise à la comédienne à sa sortie de scène. Oh là là! Oh là là! Merci beaucoup! De rien. Et bravo! La ville? La ville, absolument! Je ne peux pas la manger, cette ville. Ah, mais vous pouvez quand même manger un petit morceau, quoi. Peut-être un petit morceau, parce que vous avez quand même les meilleurs chocolats du monde. André, viens voir ça. Tu vois, c'est comme la pièce, c'est ce que tu décris dans la pièce. C'est magnifique. Magnifique. Le fleuve, les parcs, les jardins. Quel boulot extraordinaire. Quel boulot extraordinaire. Tenez, si vous voulez goûter. Merci. Ça, c'est un petit rocher praliné. Merci. Camille, goûte le chocolat. C'est la première fois qu'on vous offre une statue en chocolat. Mais oui, vous imaginez bien. Quelle émotion. Pour une gourmande comme moi. Tous les chocolats sont vraiment exceptionnels. Dans les boîtes, il y a toutes sortes de goûts. Et puis aussi, oui, ce goût de créer des sculptures en chocolat, c'est magnifique. C'est comme le théâtre, vous savez, c'est éphémère. Une représentation à la fin, c'est fini. Et voilà, le chocolat. Ouais, le chocolat, c'est pareil.
C'est de l'art vivant. J'arrive à le décoller. Hop. Ça, c'est la dernière création. Eh ben alors, je la goûte. Alors, Une des dernières. C'est vrai? Ouais, à base de yuzu. C'est un tout petit citron vert du Japon. Ah oui. Merveilleux. Merci beaucoup. Et c'est le chocolat qui m'a révélé au... C'est pas comment la tâter, hein. Un petit immeuble. Oui, c'est le chocolat. Oui, un petit discret. Allez l'admirer. Faut peut-être tirer un peu dessus. Ah. Moi, mon but, c'est de faire plaisir, voilà. À vrai dire, c'est comme... C'est surtout moi qui suis contente. Non, mais il était un peu stressé, peut-être. Oh non. Oh, bon, c'est difficile, mais ce qui est important, c'est que les clients reviennent tout le temps. Et ça, c'est ça qui est difficile, quoi. Voilà. Ouais, c'est de faire plaisir, quoi. Je suis repérée. Faut que je le prenne en photo avant que tout le monde l'ait mangé. Regarde. Qu'il se mange, qu'il se regarde ou qu'il nous colle à la peau, le chocolat reste un cadeau magique, comme le sont souvent les souvenirs qui nous ramènent à l'innocence de notre enfance. Bon ben, merci en tout cas, merci mille fois. Vraiment, c'était avec beaucoup de plaisir. C'est super. Je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on peut me faire, le meilleur cadeau auquel je peux rêver.